Bien. Libérer le centre-Bretagne. Les frontières, c'est militaire. Bon, voilà. Voilà. Je voulais remercier rapidement les organisateurs pour leur invitation. Vous demandez de bien vouloir excuser Fabien Lostec, qui était à Paris aujourd'hui pour présenter son livre. Et donc je vais vous présenter pour une part le résultat de nos recherches menées donc, dans le cadre de la publication d'un ouvrage consacré à la Seconde Guerre mondiale dans le pays de l'Oudéac. Alors on a l'image de la libération, notamment autour de ces véhicules militaires américains qui débarquent, de ces foules agglutinées le long de ces convois, des mains qui se tendent, les chewing-gums, les cigarettes et ce qui va avec, des dernières exactions aussi des soldats allemands qui se replient, mais cette image ne recouvre qu'une partie de la réalité de ce qu'est la libération, et notamment d'un point de vue spatial, d'un point de vue territorial, et c'est ce qui va m'intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Et une photo illustre pour une part, cette photo donc, elle est prise le long de la nationale 164, donc celle qui va de Rennes à l'Oudéac et ensuite à Carhaix. Là on est à Plémey, à côté de Plémey. Pour ceux qui sont venus de Rennes hier ou ce matin, c'est là où il y a des grandes grues au milieu de la route aujourd'hui, parce qu'on est en train de construire, d'élargir, de mettre à deux voies la RN 164, donc il a bien changé depuis, et donc a priori cette image est assez classique et correspond à la réalité ou à l'image que je viens de décrire. Mais quand on y regarde de plus près, il y a un certain nombre d'éléments qui montrent justement cette dimension spatiale qu'on oublie souvent de prendre en considération. Le premier, ce sont ces panneaux indicateurs qui sont des panneaux allemands, qui nous rappellent que si l'on va tout droit donc, vers le fond de la photo, on va vers Rennes, et que si on tourne à gauche, on remonte vers Plémey. Le deuxième élément qui ressort de manière plus classique, ce sont ces chars qui restent sur des chars américains, bien entendu, qui roulent vers Brest, qui ne s'écartent pas de la nationale. On est à moins d'1 kilomètre du bourg de Plémey, on ne passe pas dans le bourg de Plémey, on reste sur la nationale, puisque l'objectif est ailleurs. Et puis le dernier élément, le plus visible, bien évidemment, c'est cette présence relativement massive de la population qui est venue s'agglutiner le long de cet axe, une population qui reprend possession de son propre espace, de son propre territoire, dont elle avait non pas été exclue totalement, mais sur lequel elle ne pouvait plus faire tout ce qu'elle aurait espéré pouvoir faire du fait de l'occupation, entre autres. Et donc c'est assez logique territoriale, c'est logique spatiale que je voudrais m'intéresser aujourd'hui, de manière notamment à m'extraire d'un pur récit de ce qu'a été la libération dans le pays de l'Oudéac, qui n'aurait eu qu'un intérêt assez limité, puis je vous renvoie au livre de toute façon si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ces dimensions. Et donc, de ce point de vue, le pays de l'Oudéac constitue pour l'essentiel un observatoire pour saisir un certain nombre de réalités qu'on retrouverait sous des formes un peu différentes, certes, à Lamballe, au hasard, ou à Saint-Brieuc ou Rennes, mais des réalités qui sont finalement assez proches partout, en tout cas dans une Bretagne qui a été plus largement occupée, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc je voudrais développer mon propos autour de 3 points, donc en m'intéressant pour commencer à l'occupation allemande. Une occupation allemande donc, qui va conduire à passer d'un territoire qui a été contrôlé par les Allemands assez largement à un espace qui va être de plus en plus contesté et qui évoque, me semble-t-il, assez bien cette photo du début de l'occupation. Alors l'Oudéac va être traversé dans un premier temps par les premières troupes allemandes qui arrivent en Bretagne le 18 juin 1940. Elles étaient la veille à Rennes, le 18 juin à l'Oudéac, le 19 juin à Brest. C'est une division de Panzer qui traverse la Bretagne en direction de Brest. On est là en 41-42, si l'on en croit les uniformes qui sont portés par les soldats allemands. Et ce qui me semble symboliquement intéressant à noter, c'est ce recouvrement, alors au-delà de la présence de ces soldats allemands, en plein cœur de l'Oudéac, on est à quelques dizaines de mètres, on est sur la place qui est juste devant
le foyer municipal, c'est ce recouvrement d'une certaine manière d'un panneau indicateur français par un panneau indicateur allemand, en l'occurrence un dépôt d'essence. Alors là, la seule photo qu'on ait de l'UDA qui a un panneau. Mais vous avez en tête, j'imagine, je pense à Rennes, je pense à Saint-Malo, des endroits où il y a des dizaines de panneaux allemands qui indiquent les différents services qui sont disponibles sur la place considérée. Et donc, en ce qui concerne cette occupation allemande, notamment à l'UDEAC et en Centre-Bretagne, il y a, me semble-t-il, un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en considération. Le premier élément, c'est que l'occupation allemande est finalement beaucoup plus limitée, notamment en Centre-Bretagne, que ce que l'on imagine en général. Il n'y a pas des Allemands partout en permanence. On est dans une situation assez largement différente. Alors même si la photo précédente laissait entendre justement que cette présence allemande était bien réelle, la réalité est un peu différente, ou en tout cas elle demande à être nuancée. Si on prend le cas de l'UDEAC, j'ai indiqué ici au centre en bleu le foyer municipal où nous nous trouvons actuellement. Vous voyez que cette présence est bien réelle. Il y a une Standortkommandantur installée à l'hôtel de ville après avoir été installée à le tribunal. Il y a la réquisition de toute une série de bâtiments à l'échelle de la ville. Il y a des champs qui sont réquisitionnés pour les chevaux allemands. Il y a des granges. Il y a l'abattoir qui est réquisitionné, l'hôpital, toute une série d'écoles qui abritent des services ou des troupes allemandes. On peut estimer, au regard de ce que nous disent les registres de réquisition, qu'il y a en permanence de l'ordre de 3 à 5 unités allemandes au moins qui sont stationnées à l'UDEAC et en fonction des moments de 500 à 1000 soldats allemands qui sont présents sur place. 500 à 1000 soldats allemands, c'est de l'ordre de 10 à 20% de la population de l'UDEAC à l'époque. Donc ça ne passe pas inaperçu, bien évidemment, du fait même de cette présence sur le territoire l'UDEACien. En revanche, 3 points, me semble-t-il, méritent d'être notés. Le premier point, c'est que toutes les communes, notamment en Centre-Bretagne, ne sont pas concernées par cette occupation et ne le sont pas en permanence. J'ai choisi ici rapidement 2 exemples. Le premier, c'est la répartition des unités de la 305e division d'infanterie allemande au printemps 1942 en Bretagne. C'est la division qui va occuper toute cette partie centrale de la Bretagne jusqu'aux côtes du Morbihan. Et donc vous le voyez, il y en a un certain nombre autour de l'UDEAC, notamment parce que l'état-major de cette division est à l'UDEAC. Le bataillon de transmission de cette division est à l'UDEAC aussi. Il y a des troupes, il y a un régiment dont le PC est à Mur, il y en a un autre dont le PC est à Merdrignac, il y en a un autre qui est à Quintin, il y a un groupe d'artillerie qui est à Langat, un autre à La Chaise, un autre à Rohan, etc., etc. Donc les unités sont présentes et elles sont présentes parfois dans des petites communes. Uzel, qui n'est pas très grand, mais c'est un chef-lieu de canton, Saint-Hervé, Trévé, dans le cas présent. Donc des troupes allemandes assez largement présentes à ce moment-là, y compris des troupes combattantes. C'est le cas aussi au printemps 1943, lorsque la Sturmbrigade Reichsführer SS, donc une unité SS, vient stationner en Centre-Bretagne, avec des unités qui sont présentes à Saint-Caradec, à Trévé, à Saint-Hervé, à Saint-Élo, à Corrèze, etc., et qui viennent s'implanter très largement dans un certain nombre de communes rurales. Mais cette unité est la dernière unité combattante qui s'installe en Centre-Bretagne, dans la région de l'UDEAC. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus que des unités de soutien, que des unités de service. Et donc, ça veut dire aussi qu'à partir de la fin du printemps 1943, du début de l'été 1943, en fait, les Allemands vont se concentrer en un certain nombre de points, uniquement en Centre-Bretagne, des centres urbains, l'UDEAC, Pontivy, des communes d'une plus grande importance, Uzel, Plémet ponctuellement, mais on n'en trouvera plus, par exemple, à Trévé, à 5 km d'ici, on n'en trouvera plus à Plougna, chef-lieu de canton, par exemple. Il y a toute une série de communes dans lesquelles il n'y aura plus d'Allemands à séjourner à partir de l'été 1943, avec une petite nuance qu'il faut apporter, c'est dans le monde rural, un certain nombre de points qui vont être occupés par les Allemands, des dépôts dans un certain nombre de forêts, la forêt d'Udéac, la forêt de l'Orge, plus au nord, la forêt de Brambilly, plus au sud. Des points importants pour eux aussi, le barrage de Guerlédan et ses environs, du fait de l'importance de la production d'électricité,
et puis des postes liés à l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, à Trébris, un peu plus au nord, et puis à la Secouette, en Lamotte, donc à 5 km d'ici, des postes soit de guidage d'avion, soit de DCA, qui vont jouer un rôle important. Et donc à partir de ce moment-là, donc à partir de l'été 43, les choses évoluent, et cette évolution va s'accélérer à partir du 6 juin 1944, dans la mesure, notamment, où vous le voyez, les points de contrôle allemands vont diminuer en Bretagne centrale, mais ils vont encore s'alléger à partir du 6 juin 1944 parce qu'un certain nombre d'unités vont partir en direction de la Normandie. Et donc pour les Allemands, désormais, ce sont moins des points qu'il s'agit de contrôler que de garder le contrôle des axes. Et notamment ces axes qui permettent de se rendre en Normandie. Il y a plusieurs divisions qui viennent du sud Finistère, de l'ouest du Morbihan, qui passent par la région du Léac et qui remontent ensuite soit par Rennes, soit par Dinan, pour faire simple, par Dole, en direction de la Normandie. Alors cela se traduire notamment par des passages importants de troupes allemandes à l'Uléac qui réquisitionnent des véhicules, parce qu'on a affaire à une armée allemande qui manque de véhicules, et donc on réquisitionne notamment des vélos massivement dans le coin de l'Uléac. Rien que pour le 11 juin 1944, ce sont 31 vélos et 8 voitures qui sont embarquées à l'Uléac. C'est aussi le long de ces axes qui conduisent à la Normandie que les exactions vont se multiplier. On a une affaire de viol à Saint-Caradec, par exemple, contre une jeune fille, et puis à Saint-Caradec aussi, donc Saint-Caradec, on est sur la nationale, la pendaison d'un résistant qui a été capturé avec 9 autres résistants dans le coin de Carhaix. Ces résistants vont être pendus tous les 4-5 km depuis Rostrenain jusqu'à Saint-Caradec, donc c'est le 9 juin 1944, des parachutistes allemands en direction de la Normandie, avec ordre de ne le décrocher qu'au bout de 3 jours. Et donc là, c'est une photo qui est prise le jour où il va être décroché par les gendarmes et la municipalité de Saint-Caradec. Je le disais, cet espace est de plus en plus contesté. Il est contesté notamment du fait de l'intervention de l'aviation alliée. Il n'y avait pratiquement pas eu de raid de l'aviation alliée en centre-Bretagne, sauf ponctuellement sur Guerlédan en 1943, début 1944. Vous avez les attaques ici de juin-juillet 1944. Donc ces raids se multiplient, notamment dans les 15 jours qui suivent le débarquement, contre les routes, contre les voies ferrées, ce sont des petites bombes bleues ici, contre un certain nombre de dépôts aussi, je pense notamment au sud de Saint-Gonéry, et puis on réattaque les environs de Guerlédan. À cela, il faut ajouter les actions de la résistance, avec un certain nombre de sabotages menés contre les voies ferrées. Ce sont des petites étoiles ici qui se multiplient, principalement là aussi dans les 15 premiers jours du mois de juin. Action de la résistance, mais aussi des parachutistes français libres qui ont été largués dans toute la région pour mener à bien ces actions. Alors les choses basculent aussi ou évoluent parce que, je l'ai dit, des troupes allemandes moins présentes, des troupes allemandes dont le contrôle est de plus en plus contesté, y compris par la résistance, et donc des troupes allemandes qui vont se réorganiser, notamment dans la perspective de la répression de la résistance. Il n'y a pas suffisamment de troupes à l'Uléac, par exemple, pour mener un certain nombre d'attaques de raids contre les maquis qui auraient été repérés. Donc on va mettre en place des unités spécifiques dédiées à cette répression de la résistance. Et donc c'est dans cette logique qu'il faut comprendre l'installation à Uzel, début juillet 1944, d'un Sonderkommando du Sicherheitsdienst, donc le service de sécurité allemand, qui depuis Uzel va rayonner dans toute la région en direction du maquis de la Porcherie, du maquis de Lantenac, qu'on évoquait sous notre angle ce matin, de Saint-Nicolas-du-Pelem, du maquis de Côte-Malouenne plus tard, donc le 27 juillet 1944, pour se livrer à des opérations anti-maquis. Les résistants qui sont capturés sur place sont ramenés à Uzel, sont torturés et vont être exécutés dans la forêt de l'Orge, juste à côté, donc sur le lieu de la butte rouge. À partir du 1er août, et plus encore du 3 août 1944, on passe de cet espace qui est contesté à un espace qui va être abandonné rapidement par les Allemands.
Les Allemands ne se battent pas sur leur position en Centre-Bretagne, ils évacuent le Centre-Bretagne. Et donc ça permet de comprendre que les combats vont y être finalement assez limités, c'est pas la Normandie pour faire simple. Et donc à partir du 3 août 1944 principalement, les différentes garnisons qui restaient encore sur place, assez peu nombreuses, on estime qu'il ne reste plus qu'entre 150 et 200 soldats allemands à Loudéac en août 1944, début août 1944, évacuent en direction de l'Orient principalement, en mettant en œuvre une politique de la terre brûlée, en détruisant leurs installations, en les faisant sauter, allant jusqu'à tuer l'ensemble des lapins ou des poules qu'ils élevaient dans certaines garnisons de Loudéac. Donc on ne laisse rien à la résistance, aux Français, dans cette évacuation. Cette évacuation donc, prend la direction du sud-ouest en direction de l'Orient, mais en se repliant, les Allemands cherchent à gêner les mouvements de l'ennemi, donc dans le cadre d'actions que l'on appellerait aujourd'hui de contre-mobilité, en détruisant un certain nombre de ponts sur l'Oust, à Saint-Caradec, ici le pont de Guerrieux sur la nationale 164 à côté de Saint-Caradec, mais c'est le cas aussi du pont Rouge en direction de Pontivy, du pont de Belle-Île en Émonstoir. Donc il y a toute une série de ponts comme ça qui sont dynamités par les Allemands. Ici, celui-là, il a été donc sur la nationale et reconstruit très rapidement par les Américains dès le 4 août en mettant en place ce qu'on appelle un pont Belay, donc un pont préfabriqué qu'il n'y a plus qu'à jeter sur l'Oust pour faciliter le transit en direction de l'Est. Je passerai rapidement sur les Américains parce que c'est quelque chose qui est plus connu. Ce qui me semble important de noter ici, et c'est bien figuré finalement par cette image, c'est la volonté des Américains, là on est en plein centre de Loudéac, le 3 août 1944, de foncer le plus rapidement en direction de Brest, parce que c'est bien ça l'objectif. Et donc les ordres de Patton, je le cite point par point, il s'agit de pousser vers l'ouest, dépasser les résistances isolées et capturer Brest. Dépasser les résistances isolées, c'est ça les éléments essentiels, ce qui fait que les Américains cherchent à aller le plus vite possible, on ne s'arrête pas, et vous avez donc, ce sont les lignes rouges qui constituent les axes de progression des Américains, la 6e division blindée dans le centre de la Bretagne, et les lignes jaunes marquent leurs avancées successives jour après jour. Donc on est dans le point d'Avranches le 1er août, le 2 août on évite Dinan, parce que Dinan résiste, et donc il s'agit d'éviter ces résistances. Et puis le 3 août, on est dans le coin du Léac ou à Moron, où les Allemands résistent un peu. Le 4 août, on a dépassé Rostrevin et Plouray. Le 5 août, on est pas loin de Morlaix, où on dépasse Morlaix par le sud. Et le 6 août, on est à l'Est-de-Vin. Donc on est aux portes de Brest pratiquement. On va très vite. Le seul 3 août, les Américains font de l'ordre de 70 km. Je vous rappelle qu'il n'y a que 30 km entre Omaha Beach et Saint-Lô. Il a fallu, donc en une journée, on fait 2 fois plus que ce qu'on a fait en 40 jours entre Omaha Beach et Saint-Lô. Ça dit bien le rythme de progression qui est celui des Américains. Alors cette progression est rapide, mais elle laisse des trous, notamment dans le dispositif, parce qu'entre les half-track du 86e Recon Squadron, qui rentre dans Saint-Caradec le 4 août 1944, et le bataillon d'artillerie de campagne que vous voyez à gauche, qui est à Plémé le même jour, il y a plusieurs kilomètres, il y a des trous de plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui permet bien entendu aux Allemands de s'infiltrer notamment, et donc les Allemands, face à cet axe de progression très concentré le long de la route nationale, pour les Allemands dans la région de Loudéac, Merdrignac, Plémé, Loudéac, Mur de Bretagne et Carhaix ensuite qu'on va éviter, les Allemands, eux, continuent à se replier de position plus au nord, en direction de l'Orient, ils vont être amenés à traverser cet axe de progression des Américains. Et donc c'est lors de ces traversées que lorsqu'ils tombent sur des points tenus par la résistance et très rarement des points tenus par les Américains, les principaux affrontements vont avoir lieu au cours de cette période. Alors je voudrais, pour finir, m'intéresser plus largement au point de vue français. Le texte sera plus équilibré, rassurez-vous, sans trou non plus. Ce qui me semble intéressant ici, c'est de voir comment, finalement, cette libération, c'est aussi pour les Français, notamment la résistance, mais la population aussi de manière plus globale, la possibilité de se réapproprier son territoire qui avait été largement délaissé aux Allemands. Alors, il y a un symbole qui
finalement matérialise cet abandon partiel au moins du territoire, c'est les Ausweis, et notamment les Nachtausweis, qui sont demandés pour pouvoir circuler la nuit. Ça n'est plus possible pendant l'occupation, bien évidemment. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être tout de suite possible à la libération, mais en tout cas, un certain nombre de choses évoluent. Et cette reconquête du territoire communal, commun, est illustrée, me semble-t-il, parfaitement par cette photo prise à Loudéac. À mon avis, elle n'est pas datée, hein, mais le 7 août 1944, lors des obsèques des résistants qui ont été tués lors des combats des jours précédents, les 3, 4 et 5 août 1944, avec la résistance qui est présente en armes, avec la population qui est présente massivement dans les rues, suivant des modalités qu'on n'avait pas vues. Alors, bien entendu, la résistance en armes, il ne fallait pas y compter pendant l'occupation, mais même la population massivement présente de cette manière-là, c'était très ponctuel et assez inégal. Alors, le premier élément qui me semble important, c'est qu'on passe d'une résistance qui était reléguée sur les marges de la communauté, dans les fermes isolées, où on venait se mettre à l'abri, se protéger. Je pense notamment aux réfractaires du STO, je pense aussi à un certain nombre de familles juives. Il y a une certaine famille Drucker, dont deux fils sont devenus relativement célèbres, qui se réfugient à Plémet, par exemple, au sanatorium. On pourrait multiplier les exemples de ce type. Les résistants qui prennent le maquis, bien évidemment, les principaux dans la région, c'est le maquis de Lantenac, qui est perdu dans la campagne, et le maquis de la Porcherie en pleine forêt de Loudéac. C'est pas tout à fait un hasard si on s'installe là, bien évidemment. Ces campagnes qui étaient largement utilisées par les résistants aussi, je pense au terrain de parachutage, hein, qui par définition sont non seulement loin des villes, loin des bourgs, mais aussi loin des principaux axes de circulation pour ne pas être visibles de la part des Allemands. Donc on passe de ces marges rurales au cœur des bourgs et des villes, et c'est bien signifié finalement par cette photo qui est prise le 3 août 1944, l'un des premiers actes des FFI Loudéac, c'est d'aller s'installer à l'hôtel de ville, alors parce que c'est l'hôtel de ville, sauf que 3-4 heures plus tôt, les Allemands y étaient encore parce que c'était l'Achtendorf commandantur de Loudéac. Et donc au-delà de l'aspect administratif des choses, il y a le caractère symbolique. Alors cette prise de contrôle des bourgs, elle se fait pour l'essentiel le 3 août 1944 et elle est paradoxalement consécutive au départ des Allemands. Donc les Allemands partent et ensuite on s'installe, ça n'est pas le fait de combat. C'est le cas à Saint-Caradec, en bas à droite, c'est le cas à Loudéac, et donc ces bourgs, on va chercher désormais à les contrôler. Et donc le paradoxe, c'est qu'on passe des campagnes aux villes, ou aux bourgs, et ce sont les bourgs au détriment des campagnes que l'on va chercher à contrôler pendant quelques jours, parce que c'est là que se trouve la population, et la population qu'on va chercher, entre autres, à protéger. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur la carte, toute une série de colonnes allemandes, plus ou moins importantes, viennent du nord, du nord-est, sont en train de chercher à traverser la RN 164 en direction de l'Orient, et donc il faut empêcher le passage de ces troupes. Il faut, au profit des Américains, tenir les points particulièrement importants, les ponts, la nationale, et quand je pense aux ponts, je pense entre autres par exemple au pont de Pont-Quémer à l'entrée de Mur, où un combat particulièrement violent va avoir lieu dans la nuit du 4 au 5 août 1944, où un certain nombre de résistants vont être tués. Et donc on installe des postes dans le centre des villes, dans le centre des bourgs, autour desquels on va se battre. Le 3 août, dans la journée, c'est le cas à Merdrignac, hein, où 9 personnes sont tuées, dont le curé de la paroisse. C'est le cas à Loudéac, c'est le cas à Trévé dans la nuit du 4 au 5 août, c'est le cas aussi, donc je le disais, à Saint-Guin ou à l'entrée de Mur, à Pont-Quémer, dans la nuit du 4 au 5 août aussi. Et donc c'est à ce moment-là que les pertes parmi les résistants vont être les plus importantes. Ces colonnes qui traversent en direction de l'Orient sont parfois importantes. Et localement, on connaît cette affaire donc, de 247 parachutistes allemands qui viennent de la région d'Erquy, qui passent par Moncontour, qui ont tué sur le passage une vingtaine de personnes déjà, civils comme résistants, et qui vont finalement se rendre aux résistants de Plémet ce 6 août 1944, après un certain nombre de négociations. Donc les résistants, globalement, ont réussi à tenir les bourgs, les centres-villes, c'est le cas à Loudéac, je le disais entre autres, mais on le voit aussi ici à Plémet.
Pour ce qui concerne la population, cette phase de la libération, c'est aussi celle d'un réinvestissement de la rue ou d'un certain nombre d'espaces communs. Alors la rue ou la route, dans le cas de Plémet, où on a le plus de photos, c'est la RN 164, autour de laquelle on va se masser, on va accueillir les Américains. Ici, on a notamment un certain nombre de jeunes femmes et d'enfants donc, qui se massent assez rapidement, le 3, le 4, le 5 août 1944, le long de cette route pour accueillir les Américains, pour en obtenir éventuellement un certain nombre de cadeaux aussi. Je n'insiste pas sur ce point. Ce réinvestissement, il prend aussi une forme un peu particulière, qui est celle du déploiement massif d'un certain nombre de drapeaux, qui marque bien symboliquement cette réappropriation de l'espace commun. Alors on le voit ici à Plémet, avec un certain nombre de drapeaux, y compris au moment où ces parachutistes allemands étaient en train de se présenter, mais on le voit aussi dans un tout petit hameau, c'est même une ferme isolée, pas loin des Forges du Vauban, entre Plémet et Plessala, avec la mise en place de ces 3 drapeaux, donc français, américains, soviétiques, dans la cour de cette ferme. Et puis, de cette réaction spontanée, individuelle, on passe parfois de véritables cérémonies, y compris très tôt, le 4 août 1944, à Langa, où l'on va ériger donc un mât à côté du monument aux morts de la Grande Guerre, un mât portant une croix de Lorraine avec un V de la victoire, avec un drapeau français. On a récupéré des drapeaux un peu partout, on va défiler dans le centre de la commune et on va organiser une cérémonie auprès du monument aux morts. Et ce qui me semble important, c'est justement cette réappropriation d'un certain nombre de lieux communs. Le monument aux morts, auprès duquel on n'avait pas pu se rendre pendant 4 ans, l'église, la mairie aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, réappropriation d'un paysage qui est aussi, ou d'un espace qui est aussi un espace sonore, en chantant la Marseillaise ici, ce qu'on n'a pas pu faire pendant 4 ans, en sonnant les cloches massivement à l'arrivée des Américains, entre autres, dans un certain nombre de communes. Est-ce que tu peux? Oui, je vais très vite. Donc, accessoirement, pardon, je passe, c'est aussi les premières obsèques qui permettent cette réappropriation du territoire communal. 2 mots pour conclure, en disant que finalement, ce qui me semble intéressant de noter aussi, c'est que cette réappropriation du territoire communal, elle va s'inscrire dans la durée, puisque contrairement à la Première Guerre mondiale, où la mémoire était concentrée en un lieu, le monument aux morts, la Seconde Guerre mondiale va, du fait même qu'elle s'est déroulée sur le territoire communal dans sa globalité, va permettre de diffuser cette mémoire localement. Alors certes, c'est l'ajout d'une plaque sur le monument aux morts, mais on va y ajouter un certain nombre de monuments, ici dans la forêt du Déac, ici un monument familial pour une famille d'un des résistants exécutés dans la forêt de l'Orge, ici une plaque qui se trouve sur le foyer municipal que vous pourrez voir en sortant, et puis ce monument qui a été mis en place le 3 août dernier à L'Udéac. Et donc cette mémoire va se diffuser sur l'ensemble du territoire communal et va permettre de l'entretenir. Avec cette particularité, je termine là-dessus, c'est que ça va aussi conduire à focaliser cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur un moment particulier, celui de la libération. On oublie très largement les morts de la campagne de 39-40, on oublie pour une part les déportés, et ce sont les résistants, et plus particulièrement les résistants, ou les faits de résistance, et plus encore ceux liés à la libération, qui vont conduire à un certain nombre de commémorations, plus que tout le reste. Voilà, j'en ai fini. Une question.